Comment se porte le business des visioconférences en ce temps de coronavirus? Quelle ampleur du marché? Quelle place de l'Afrique? À quand les Zooms africains? Quelle garantie de protection des données personnelles? Pour en parler ce dimanche en ligne de Johannesburg, le Martiniquais José Jacques Gustave, spécialisé dans les conférences en ligne, directeur général de la société Labno Technologies, l'expert en télécommunication, aborde une activité en plein boom sur e-radio dimanche 5 juillet 2020 aux alentours de 7h25 et 12h25. e-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. Nous sommes très honorés de vous retrouver sur l'antenne de e-radio dans le cadre de l'émission e-Tech qui, chaque dimanche, donne la parole aux experts du numérique. Et ce dimanche, j'ai l'immense honneur de m'en tenir en direct d'Afrique du Sud avec José Jacques Gustave qui a grandi à Martinique. Bonjour José. Bonjour Ousmane. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois que nous recevons un acteur de votre trempe, mais surtout de votre spécialité, parce que nous allons parler ce dimanche du business des visioconférences. Nous-mêmes, nous sommes en visioconférence ce dimanche sur e-radio. Très rapidement, pour vous présenter, titulaire d'un BTS en action commerciale, vous démarrez votre vie professionnelle comme conseiller clientèle à la BNP. Doté d'un solide sens commercial, vous devenez commercial chez Chamflore. Chamflore, c'est quoi rapidement? Chamflore, c'est une entreprise en Martinique qui est spécialisée dans l'embouteillage de l'eau de source. Oui, mais vous êtes également spécialisé en télécom, on y reviendra. Après donc ce passage chez Chamflore, vous devenez courtier pour Télégroupe au Télégroupe dans les Caraïbes. Constatant les difficultés de communication entre les DOM et l'Hexagone, vous créez votre première société, First Telecom, en Floride. En 1994, votre entreprise deviendra G2J.com, convaincu que la couverture de l'ensemble des fuseaux horaires et le multilinguisme sont les clés du développement de la visioconférence ou vidéoconférence. Vous implantez des bureaux à l'international, à Paris en 1997, à Londres en 2003, à Shanghai en Chine en 2005, dans les DOM, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, puis à Miami aux États-Unis en 2012, et vous assurez une présence commerciale à Los Angeles, anticipant sur les applications de l'évolution des technologies dans la vidéoconférence. En 2011, José, vous êtes élu meilleur manager à Martinique et vous remportez le prix Inter-Entreprise décerné par le magazine économique éponyme. En 2011, G2J est sélectionné pour représenter la France au G20 des entrepreneurs. Quelle différence entre vidéoconférence et visioconférence? Alors, il n'y a pas de différence. Le mot vidéoconférence est souvent utilisé par les anglophones et par une part croissante de francophones. Et le mot visioconférence est utilisé presque exclusivement par des francophones. Donc, c'est juste une question de langue alors? Comme on parlait de multilinguisme Exactement. dans la prononciation. Voilà, c'est ça. C'est juste une question de langue. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui justement à intégrer, à investir ce monde de la vidéoconférence ou de la visioconférence? Alors, l'idée vient au départ que moi, je suis un insulaire, donc étant né en Martinique, rapidement, on voit l'autre côté de l'Atlantique, l'autre côté de l'océan différemment. On a un rapport insulaire qui fait qu'on a envie, on sait très bien qu'il faut prendre l'avion, qu'il faut prendre le bateau, qu'il y a des temps de transport, qu'il y a des coûts de transport, etc. Et donc, très rapidement, on essaie d'établir des relations avec les personnes éloignées. Par exemple, même on est en 2020, si on dit à des gens en Martinique qui sont à 4h30 de Dakar, beaucoup d'entre eux seront surpris. Ils ne savent pas qu'ils sont à 4h30 de Dakar. Et pourtant, en ce dimanche précis, nous avons du sable du Sahara qui nous arrive de façon massive à Fort-de-France et qui vient justement d'Afrique. Donc en fait, on a un rapport toujours à l'espace qui est un peu particulier en tant qu'insulaire. Et basé dans la Caraïbe, on est
très, très conscient de ces différences, ce Oui. qui m'a amené très tôt à chercher des solutions qui, au départ, n'étaient pas des solutions d'entreprise, étaient déjà des solutions d'individus. Je ne sais pas si nous sommes en train de parler de géopolitique ou pas. Comme ça, la géographie, elle est au cœur un peu de votre carrière. Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toujours dans cette idée de géographie, dès qu'un pays n'est pas interconnecté, c'est une succession d'îles. Dès qu'un continent n'est pas interconnecté, en quelque part, si on peut se permettre, c'est une succession d'îles, puisque la non-interconnexion recrée les mêmes problèmes d'insularité. Si on prend l'exemple de pays, par exemple, de la taille du Congo, qui est immense, qui va nous amener sur des frontières qui pourraient être à l'échelle de l'Europe, de Lisbonne jusqu'à Moscou, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas toujours les routes entre les villes. Et donc, on a aussi affaire à une insularité parce qu'on a aussi affaire à un pays où les gens ont besoin de moyens de communication et aussi les organisations, telles que les sociétés, notamment d'électricité, le gouvernement, etc., pour mettre les différentes villes, les différentes préfectures en relation. Merci beaucoup. On voit bien sûr cet attachement à la Martinique, cet attachement globalement à tous ces pays en lien forcément avec la question noire, avec l'histoire des Noirs, c'est très important bien sûr. Si l'on en revient un peu à la visioconférence, c'est un business où on ne sent pas trop l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu globalement de ce marché? Quels sont les grands leaders là-dedans? Donc aujourd'hui, dire qu'on ne sent pas l'Afrique, en fait, c'est peut-être une donnée au jour d'aujourd'hui, mais ce ne sera pas une donnée à demain. Parce qu'il y a plusieurs manières de voir le business de visioconférence. On peut le voir de l'Afrique au niveau intérieur. On va parler, par exemple, on va rester sur l'exemple du Congo. Si le Congo doit faire de la visioconférence intra-Congo, il y a un potentiel qui est important. Si le Sénégal doit faire la visioconférence intra-Sénégal, il y a un business qui est important. Par contre, aujourd'hui, l'ensemble des flux vont partir du Sénégal pour, par exemple, aller sur des services comme Zoom ou Microsoft Teams à l'extérieur, aux États-Unis, pour revenir. Ce qu'on peut penser dans l'avenir, c'est qu'on n'aura plus besoin de sortir les données du pays, parce que si l'essentiel des utilisateurs sont dans le pays, il est plus logique, plus écologique, et, au niveau aussi qualitatif, c'est plus cohérent de laisser l'ensemble des flux dans le pays. Par contre, quand on aura s'interconnecter avec 10% des gens qui seront en dehors du pays, d'utiliser des solutions de connectivité internationale que nous offrent aujourd'hui notamment les câbles sous-marins et les satellites. Oui, c'est donc une donnée qu'il faut bien sûr prendre en compte. Mais en même temps, pourquoi est-ce que l'Afrique n'est pas très visible ou très présente dans ce business des visioconférences? À quoi est-ce que c'est dû? Est-ce dû à un problème d'infrastructure, d'intérêt, de positionnement? On n'a pas un problème d'infrastructure ou d'intérêt parce que aujourd'hui, je pense que c'est essentiel. Enfin, je m'excuse par contre, un problème d'infrastructure parce que c'est le manque de connectivité qui empêche les personnes qui gênent la communication entre les pays ou à l'intérieur d'un pays. Donc, la visioconférence requiert des infrastructures qui sont d'un bon niveau parce qu'il faut qu'elles soient synchrones déjà. Comme là, on doit pouvoir s'entendre et se voir en temps réel. Oui. Alors que si on doit récupérer un email ou regarder Netflix, on peut encore avoir ce qu'on appelle le buffer ou le cache qui nous permet d'être un petit peu en différé ou beaucoup en différé. Voilà, donc on a vraiment cette difficulté liée aux infrastructures. C'est pourquoi dans l'architecture des infrastructures, c'est-à-dire dans l'avenir,
Oui, Très certainement, beaucoup de pays africains vont de plus en plus héberger des solutions. On va prendre l'exemple. Si on a 100 000 étudiants sur le Sénégal qui doivent suivre des cours à distance de l'université, on ne va pas faire ces 100 000 étudiants aller sur des serveurs en Europe ou aux États-Unis ou en Afrique du Sud. Il faut que ces 100 000 étudiants restent sur des serveurs au Sénégal, donc ce qui est abondant, puisque de la connectivité intra-Sénégal avec la fibre, etc., il y a ce qu'il faut. oui, Par contre, quand il faut que 1000 personnes de la diaspora ou 1000 professeurs qui sont à l'extérieur du Sénégal contribuent à ces cours au Sénégal, on va là effectivement utiliser du satellite ou du câble. Donc, vous voyez, si on revoit l'architecture elle-même, oui, voilà, et ce qui est de l'ordre de la force publique, c'est à la force publique d'imaginer ou d'être bien conseillé pour ce genre d'architecture. Parce que si la force publique n'est pas conseillée ou n'a pas cette vision, eh ben, elle va sans cesse accroître ses dépenses de connectivité avec l'extérieur. Et c'est dommage parce que ça va, entre guillemets, appauvrir le pays à plusieurs niveaux, puisque la facture va augmenter de connectivité avec l'extérieur et ça empêchera à des sociétés oui. locales de télécommunications ou à des startups de développer des services. Oui, on le comprend, on l'a très très bien compris, hein, cet argument, mais en même temps, ça étonne un peu parce qu'on sait que la visioconférence, c'est un business très très juteux. Nous sommes sur une de ces plateformes ce dimanche pour parler de cette plateforme sur Zoom. Aujourd'hui, Zoom semble sortir du lot. Pourquoi? Alors, Zoom sort du lot, on parlait d'architecture de réseau tout à l'heure. Là, on va parler même le backbone de Zoom n'a pas été conçu pour 25 personnes. Le Mhm. backbone de Zoom n'a pas été conçu pour 100 personnes. Le backbone de Zoom a été conçu pour des milliers ou des dizaines de milliers de gens en même temps. Aujourd'hui, le backbone de Microsoft ou le backbone de Google C'est quoi un a été backbone? C'est quoi un backbone pour nos auditeurs? c'est-à-dire que l'épine dorsale, la Mhm. moelle épinière, l'architecture, enfin, comment dire un bâtisseur dirait la dalle, quoi, c'est-à-dire Oui, voilà, j'arrive pas à trouver le mot exact. Et en fait, à partir de cette architecture, Zoom aujourd'hui peut délivrer des services. Les autres, je vais vous donner un exemple très simple. Observez WhatsApp. WhatsApp nous permettait de parler. Après, il nous permettait de causer. Il nous permettait de causer à 3. Puis après, il y a eu la crise. Ah oui, mais on va vous permettre de causer à 8. Donc, ils partent de 0, de 3 à 8. Google Meet. Ah, vous pouvez causer à 2. Puis après, vous pouvez causer à 4. Et puis, vous pouvez causer, aller à 25. Oh là là, quel exploit, etc. Et ils partent du bas. Et en fait, Zoom, qui a une architecture différente, parce que les brillants architectes qui sont dans cette société ont conçu depuis les années 2012, à partir de leur expérience chez Webex, eux sont partis sur des problématiques avec des logiques d'architecture et de technologie qui étaient différentes, qui portaient, elles, sur comme je disais tout à l'heure, des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. Et en plus, on parlait tout à l'heure du réseau, quand vous êtes sur un réseau où il faut vous adapter à quelqu'un qui a une bonne passante qui est disparate, puisqu'il y a certains qui auront une oui, bonne passante, il y en a qui n'auront pas, il y en a qui auront une très mauvaise, du moins pas, on ne dit pas qu'il y en a qui n'auront pas, sinon on ne pourrait pas faire de visioconférence, mais il y en aura qui auront une visioconférence qui est de moins bonne qualité, une qualité de bonne passante qui est de moins bonne qualité. Il faut pouvoir à tout le monde, de permettre à tout le monde de participer avec ce qu'il a. C'est-à-dire, comme on dit, venez avec ce que vous avez. Et donc, et de mettre tout le monde ensemble dans une même réunion avec de la haute définition, etc. Donc, ça veut dire que derrière, il faut des algorithmes particulièrement brillants. Et d'ailleurs, il y a quelques années, l'un des pionniers de la visioconférence haute définition en termes d'algorithmes dans le monde, qui est basé en Europe, et quelqu'un de Mauritanie, qui sortait des algorithmes de folie.
Et donc, vous voyez bien qu'on parlait de la place de l'Afrique dans la visioconférence. Tout à fait. On a la possibilité avec, justement, grâce aux écoles, grâce à des mathématiciens, grâce à des gens qui ont des formations extraordinaires, de plus en plus de rentrer aussi dans ce marché et d'innover et d'apporter des hauts niveaux. Donc, pour revenir à Zoom aujourd'hui, Zoom part avec cet avantage. Et quand vous partez avec un tel avantage, Oui. voilà. Et ensuite, les gens comme Microsoft et comme Google, la visioconférence, c'est 0,5%, c'est 1% de leur business. Mais Zoom, sa puissance aujourd'hui, la visioconférence, c'est 100% de son business. Et vous êtes dans une niche de marché où il faut être focus. Donc, forcément, Zoom a un avantage qui, pour moi, en tant qu'expert depuis 25 ans, que les autres ne pourront pas égaler. Et en général, qu'est-ce qui se passe? C'est un rachat. Sauf que là, problème, Zoom est rentable. Et pour acheter Zoom, ben, il faudrait bien sûr la volonté de ceux qui sont derrière, mais il faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, je pense que l'aventure de Zoom ne fait que commencer. Et l'aventure de Zoom va connaître des jours extraordinaires. Et ce n'est pas contradictoire avec ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'il y a des passerelles qui permettent, ça peut être très bien une passerelle locale qui s'exprime et qui crée de la richesse en local en Afrique et qui est interopérable avec Zoom. Zoom permet des passerelles par ce qu'on appelle des gateways, des passerelles, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre. Il ne faut pas opposer les choses. C'est comme quand on est sur Zoom, on peut aller sur Google Meet, on peut aller sur Microsoft Teams. Ou bien on peut utiliser un appareil de type Cisco ou Polycom. C'est la même chose. Et nous, ce qu'a fait, entre guillemets, notre business à ma société depuis des années, c'est qu'on s'est spécialisé dans les passerelles pour rendre tout le monde interopérable. Donc, nous, on choisit ce qu'on appelle une architecture horizontale. Et sur cette architecture horizontale, nous allons agréger toutes sortes de technologies et nous espérons bien pouvoir collaborer avec des startups africaines dans les années à venir pour prendre leur technologie et leur permettre d'amener leur technologie à d'autres personnes via des passerelles comme les nôtres. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui, José, est-ce qu'on peut avoir un Zoom africain? Est-ce que c'est possible? Ah oui, tout à fait. C'est possible, ne serait-ce que par la nature, justement, du continent. On parle de continent. Oui. Et on parle de continent qui est éclaté et qu'on parle d'un continent qui est non interconnecté. Donc, il y a une sacrée opportunité d'interconnecter toutes ces îles. Donc là, je me retrouve dans mon écosystème naturel et dans lequel je suis né. Parce que quand il faut connecter Cuba, la Martinique, la Jamaïque, la Barbade, etc., nous, on ne connaît que ça. Eh ben là, quand il faut connecter Kinshasa, Likazi, Kolwezi, Johannesburg, la Zambie et puis Dakar, eh ben on se retrouve un petit peu dans le même écosystème. Ce n'est pas interconnecté. Donc, il y a une sacrée opportunité d'interconnecter. Et il y a déjà des programmes comme Smart Africa, dont le siège est à Kigali, oui, au Rwanda, qui sont justement sur ce genre de problématiques. Donc, cette Afrique arrive, elle arrive et elle va s'exprimer brillamment parce qu'avec une telle jeunesse dans l'ensemble des pays africains, ce qui veut dire, entre autres, un tel besoin au niveau de l'éducation et de la formation. Aujourd'hui, dans le business qu'on fait, l'essentiel, c'est quoi? C'est l'éducation, la santé et les besoins régaliens des gouvernements. Mais l'éducation, c'est ce qui tourne toute l'année, toute l'année. Il y a beaucoup, les besoins d'éducation sont très, très, très élevés. Donc, forcément, avec des besoins en éducation aussi élevés, il y aura à exprimer des choses. Donc, il y aura des besoins de génies locaux, de start-up locales et d'invention en termes d'interconnectivité. Je vous donne un exemple. Oui. Quand il faut connecter deux pays qui ne sont pas connectés, on peut le faire par de l'Internet, on peut le faire par des satellites, on peut le faire par du câble, mais qui nous empêche aussi de le faire par une liaison radio. Donc, on peut très bien imaginer 7 villes au Sénégal qui sont interconnectées entre elles
par un protocole qui est une liaison radio. Nous, quand on a démarré les radios libres aux Antilles dans les années 80, on n'avait pas le droit de le faire parce que la loi française ne nous permettait pas de le faire, mais on le faisait depuis des îles comme la Sainte-Lucie, par exemple, on voyait la radio en Martinique. Donc, on passait par des ondes, etc. Et aujourd'hui, des spécialistes de sécurité civile savent très bien utiliser ce genre de protocole quand il y a une catastrophe. On n'a pas besoin là d'attendre une catastrophe. On peut aussi innover parce qu'on a l'obligation de délivrer de la télémédecine, on a l'obligation de délivrer de l'éducation, on a l'obligation de permettre au gouvernement d'exprimer son pouvoir régalien à travers les préfectures, etc. Et donc, on peut aller combiner toutes ces technologies qu'on a à notre disposition et en plus, qui sont frugales parce que le coût n'est pas un coût d'un luxueux satellite avec en plus de la bande passante synchrone. Oui, mais justement, vous l'avez dit, vous l'avez décrit tout à l'heure, on a l'impression que la visioconférence, elle est faite pour nous. Les technologies qui impliquent la distance, elles sont faites pour nous parce que je ne vous apprends rien, vous qui connaissez très bien le continent pour vous être installé en Afrique du Sud, mais également pour avoir sillonné l'Afrique tout au long de ces dernières années. On sait qu'on a des soucis, par exemple, des médecins qui sont éloignés ou des populations éloignées d'hôpitaux. L'éducation, actuellement, nous vivons une pandémie du coronavirus qui fait qu'un pays comme le Sénégal, bien sûr, mais c'est partout, son éducation a été complètement chamboulée. Des besoins comme ça, ils sont pressants. Et en même temps, vous nous dites, la visioconférence, elle va venir en Afrique. Elle va venir, oui, mais les problèmes sont là, ils sont réels. Oui, mais comme on disait, il faut encore des émissions comme celle d'aujourd'hui. Il faut aussi que les gens en charge d'éducation puissent savoir que ça existe et que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que les gens en charge d'éducation se disent, bon, ben, il faut acheter un matériel avec une caméra, deux télé, et à 25 000 euros par salle de conférence, et puis ensuite payer 250 000 euros par an pour relier les deux salles. Voilà. Donc, si on se met tous à travailler ensemble avec nos intelligences, on saura trouver des solutions pour porter les bonnes réponses aux bons endroits, dans les budgets qui sont aussi réalistes. Oui, vous nous parlez de technologie, mais globalement, pour ne pas vous challenger, hein, même si je vous challenge en même temps, on a besoin de combien à peu près et de quoi exactement pour lancer un Zoom africain? Parce que ce que l'on constate, c'est vrai, on a parlé des besoins, mais en même temps, ça reste un business. On a vu, par exemple, combien d'argent, combien de millions, si on peut parler d'ailleurs comme ça, ou même milliards ont été engloutis dans l'obtention de licences pour visioconférence. Le Sénégal, bien sûr, est là-dedans, comme d'autres pays. C'est beaucoup d'argent qui nous échappe, j'ai envie de dire. Beaucoup d'argent qui va vers l'Occident. Oui, mais l'intelligence aujourd'hui est au dernier kilomètre et le besoin est au dernier kilomètre. Si on renverse cette situation en posant la question aux étudiants et aux start-upers et en leur donnant des défis sur des hackathons, etc., en disant, voilà, voici... vous savez, WhatsApp a été lancé, ils n'étaient même pas une cinquantaine de personnes. La société valait déjà plusieurs milliards. Donc aujourd'hui, quand vous voyez les réponses, par exemple, pour le Covid, de beaucoup de personnes au Cameroun, partout, enfin, tout le monde a été de son inventivité. Madagascar, etc. Chacun essaye de porter des réponses. Eh bien, si on lance des défis comme ça aussi à autant de jeunes Africains, on sera surpris d'avoir de bonnes réponses. Et donc, ces bonnes réponses, après, il faudra une volonté pour les imposer et leur donner un cadre. Moi, personnellement, moi, je ne suis pas très partisan des aides. Je suis partisan des commandes. C'est-à-dire, pour moi, si on veut aider une entreprise à se développer, ce n'est pas en lui donnant des aides, mais c'est en lui passant des bons de commande. Et vous l'avez dit tout à l'heure,
Si les bons de commande partent à l'étranger, effectivement, on ne va jamais développer d'entreprise locale. Donc, plus on développe des entreprises locales, il faut stimuler un écosystème d'entrepreneurs locaux qui portent des réponses avec aussi des challenges, des défis. Et là, progressivement, on peut relever morceau par morceau, problématique par problématique, le challenge et porter des solutions. Mais il faut travailler, il faut une sorte de proof of concept, ne serait-ce que sur des régions, etc. Et une fois de plus, cela ne s'oppose pas avec l'achat de licences à l'étranger. Mais, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas logique de connecter 100 000 étudiants et d'envoyer 100 000 flux à l'extérieur pour 1000 raisons. Si demain ces flux vous sont coupés, si demain ces flux sont interrompus, comment le pays fait sa continuité, etc. Toute la crise que nous vivons actuellement nous montre l'intérêt du dernier kilomètre. Qu'est-ce que le dernier kilomètre? C'est tout ce qu'on doit faire avec son voisin, avec celui qu'on connaît, avec celui qu'on doit faire grandir, avec celui qu'on doit stimuler, avec celui qu'on doit renforcer. Donc, ce n'est pas l'heure, justement, d'envoyer sa force et sa puissance à l'extérieur, mais c'est l'heure d'envoyer sa puissance au dernier kilomètre, que ce soit sur les plans technologiques, sur les plans agroalimentaires, sur les plans énergétiques. C'est quasiment le même écosystème de gestion des flux où il faut limiter le voyage des flux pour que les flux soient traités de façon régalienne au dernier kilomètre. José Jacques Gustave Martiniquais, de nationalité, il a grandi là-bas également, et notre invité ce dimanche sur e-radio, titulaire d'un BTS Action commerciale. Il est spécialisé actuellement dans tout ce qui est télécom, mais également visioconférence ou vidéoconférence. Il nous l'a dit, il n'y a aucune différence. Les enjeux, c'est plutôt le côté de business, et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons programmé cette émission ce dimanche dans e-tech sur e-radio. Nous allons marquer une pause d'à peu près 25 minutes pour laisser passer les dernières actualités de ce jour, et nous allons vous revenir tout à l'heure. Restez surtout à l'écoute d'e-radio, la suite de e-tech spécial business visioconférence, et dans 25 minutes. e-tech, une émission proposée et présentée par Ousmane Gueye sur e-radio. Le Martiniquais José Jacques Gustave est mon invité ce dimanche sur e-radio. Nous parlons bien sûr du business des visioconférences. On sait que c'est un business très très juteux actuellement à l'heure du coronavirus, autrement dit à l'heure de la pandémie qui secoue le monde entier. José Jacques Gustave est le patron de Meet-nous qui travaille justement dans tout ce qui est visioconférence. Meet-nous déjà annonce la couleur, parce que dans Meet, il y a bien sûr rencontrer, et le nous, le N2O, ça signifie quoi? Alors, ça signifie Network, Open et Online. Oui. Et aussi, dans cette marque de fabrique, il y a une créolité, puisque le nous veut dire la communauté en créole. Ah d'accord, merci, merci pour ce cours en créole pendant qu'on parle de digital ce dimanche sur e-radio. Merci infiniment d'avoir accepté d'échanger avec nous ce dimanche sur e-radio. José Jacques Gustave, vous êtes aujourd'hui en ligne de l'Afrique du Sud, en ligne du pays de Mandela. Rapidement, on a parlé du côté business de la visioconférence. En même temps, il se pose beaucoup de questions côté sécurité des données. Vous avez suivi sûrement avec moi, en même temps que moi, ce débat autour de la sécurité des données chez Zoom. Actuellement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire côté sécurité des données sur les visioconférences? Alors, il y a la sécurité des données et puis il y a la sécurité des conférences. Donc, la sécurité, on va commencer par déjà la sécurité des conférences. Oui. Là, nous sommes dans une salle qui a été verrouillée. Donc, comme cette salle est verrouillée, donc forcément, personne ne peut rentrer dans cette salle. Et qu'est-ce qui nous dit qu'elle est verrouillée? Eh ben, si vous allez sur votre écran en haut à gauche, vous verrez marqué verrouillé. Oui, réunion Zoom verrouillée. Voilà. Donc, personne ne peut rentrer dans la conférence.
personne ne peut aller afficher des choses à notre place ou ne peut enregistrer ou assister à notre réunion. Ensuite, nous sommes dans une salle où il y a un cryptage. Le cryptage qu'on a à un niveau AES 256 GCM, qui existe depuis le 30 mai 2020, qui est un très haut niveau de cryptage, et ensuite est annoncé pour le 19 juillet 2020 le chiffrement de bout en bout. Donc, tout ça, c'est un ensemble de, comment vous dire, c'est tout un ensemble de méthodes de sécurité, on dira, qui, cumulées bout à bout, nous donnent une très forte résilience par rapport à la sécurité. Ensuite, il y a encore... Oui, allez-y. Non, je disais, il y a encore d'autres choses. Nous pouvons filtrer les adresses IP. Enfin, il faut voir. Vous savez, ce qui s'est passé dans Zoom au départ, c'est que tout le monde peut ouvrir un compte Zoom gratuit et puis se mettre à parler. Donc, ça a été tellement facile que beaucoup de gens ne savaient pas maîtriser. Et ensuite, les gens ont pensé que c'est en achetant des versions pro, etc., qu'ils auraient la sécurité. Et là, deuxième déconvenu, il n'y a toujours pas de sécurité. Pourquoi? Parce que Zoom ne discrimine pas les clients gratuits des clients payants. La sécurité est la même dans les deux niveaux de produits. C'est au-delà des 40 minutes quand on est plus de deux qu'il y a une coupure. Donc, c'est ça qui a donné cette rumeur. Mais en même temps, vu l'intelligence de l'équipe et la force des équipes de Zoom, ils en ont tiré profit pour justement mettre tout ce qu'il fallait, donc y compris dans le mode de fonctionnement, mais y compris dans les chiffrements, etc., pour ne plus jamais entendre parler de problèmes de sécurité. Ce qui a amené à recruter des sociétés d'audit, des personnes en interne de sécurité, etc., et qui nous donne le produit auquel on va assister à partir du 19 juillet, qui sera une véritable forteresse. Toutes les forteresses sont faites pour être attaquées, mais celle-là, quand même, on aura quand même un défi de certains niveaux. Et puis ensuite, il y a les données elles-mêmes. Les données, là, actuellement, par exemple, on est en train de parler entre tous les deux. Donc, ça veut dire que vous êtes à Dakar, moi je suis à Johannesburg, mais on passe par des centres de données qui sont aux États-Unis et en Europe actuellement. J'ai été regardé pendant que je vous parlais justement par où on passait. Oui. Et c'est ça l'Afrique de demain. C'est-à-dire que l'Afrique de demain, c'est que les données n'auront pas à sortir. Les données vont rester entre Dakar, entre Johannesburg et éventuellement, pour des raisons de redondance, des raisons d'appel à d'autres services comme des gateways, des passerelles ou d'autres choses, ou peut-être pour l'enregistrement, des choses comme ça, vont peut-être sortir, mais de moins en moins, on aura à sortir les données. Et ça, c'est très important. Et il y a des présidents, comme le président Kagame, qui l'a exprimé dans des conférences l'année, je crois que c'est dans des conférences, il disait, mes communications téléphoniques, elles passent par la Tchécoslovaquie, elles me coûtent plus cher, elles sont écoutées de mauvaise qualité. Donc, ça veut dire que si on commence à avoir des personnes qui posent justement ce type de challenge, les gens comme vous, comme moi, comme l'immensité des jeunes qu'on ignore, parce que c'est ça la puissance de l'Afrique, c'est là que l'Afrique va répondre, c'est là que l'Afrique va donner du canon. C'est l'immensité des jeunes qui nous écoutent là, des jeunes ingénieurs, des jeunes inventeurs, etc., pour porter des réponses à ces problématiques-là. Et donc, toutes ces personnes que nous ignorons et qui seront en mesure de porter des réponses vont, elles, être en mesure de venir et de solutionner ce type de défi. Et donc, comment vous dire, la sécurité, exactement comme Zoom a su le faire dans les mois passés, à chaque fois qu'on pose le défi, eh ben, les hommes, les intelligences vont se mettre ensemble et vont venir porter les réponses. Oui, ils vont venir porter les réponses et en même temps, comme on le disait dernièrement sur e-radio, en même temps, les cybercriminels vont monter en grade pour trouver les failles. C'est un engrenage, mais qui est créatif, parce que chaque fois qu'on a un défi, il y aura un cybercriminel pour venir porter, mais aussi,
pour venir contrer la réponse qui aura été portée, mais aussi on sera obligé de riposter, de penser. Enfin, vraiment, c'est un écosystème pour moi. Hein. C'est un écosystème, mais c'est la somme aussi des intelligences, des écoles de guerre, des écoles de cybersécurité, etc., qui se montreront autour de l'Afrique, qui permettront de répondre à ça. Enfin, il y a aucune raison qu'il n'y ait pas de réponse aussi africaine à cette problématique-là. Quand vous savez que dans une tresse, il y a beaucoup de mathématiques dans la manière de tresser les cheveux. Oui. Donc, Ah bon? je veux dire, alors, moi, j'écoute des fois des conférences de quelqu'un qui Non, non, s'appelle non. Monsieur Omotunde, Oui. qui exprime ça brillamment sur YouTube. Je vous invite tous à faire retour dessus. Vous avez aussi, dans la culture africaine, on retrouve aussi beaucoup d'algorithmes et de mathématiques. Donc, je pense que, vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai été impressionné dans les années 2012, 2013, je pense. Oui. À l'époque, on ne faisait pas de visioconférence comme maintenant en haute définition. L'un des premiers experts que j'ai rencontré, qui de façon très calme m'a expliqué pourquoi il était aussi puissant, parce que l'une de mes premières questions, ça a été de lui poser, mais comment vous faites pour faire de la haute définition quand chez Cisco ou chez Polycom, j'achète à l'époque de la définition standard? Il m'a répondu très calmement, très froidement, que c'est parce que son niveau en mathématiques était très élevé et qu'il Wow. arrivait à mettre dans la visioconférence un niveau d'algorithme. Mais cet homme était un Mauritanien, Wow. d'accord? Wow. Quand je l'ai recontacté, il n'y a même pas 3 mois, on a recausé sur d'autres problématiques. Il est tellement lassé, il est tellement en avance sur tout ça. Oui. Il m'a dit, oh, je m'y intéresse plus, tout ça, ça traîne, ça prend du temps. Pour lui, c'était déjà quelque chose qui était derrière lui. Mhm. Donc, je vous dis que cherchons, grattons, ouvrons les yeux. Au dernier kilomètre, il y a beaucoup de solutions qui sont déjà là, si on veut, si on dépense notre argent au dernier kilomètre. Si on veut l'envoyer très loin pour qu'il ne nous revienne jamais, on est libre aussi de le faire. Mais si on veut regarder au dernier kilomètre, nous avons des réponses. Est-ce que les points d'échange Internet, le Sénégal en dispose un depuis quelques années, est-ce que les points d'échange Internet ont un lien ou peuvent avoir un lien avec les visioconférences? C'est quoi le lien entre les deux s'il y en a? Le lien est très important, c'est l'interconnexion au monde qui se fait en général via les câbles sous-marins. Il y a de très belles émissions, d'ailleurs, il y a une émission d'Arte dessus qui s'appelle La guerre des câbles sous-marins. C'est très, très intéressant à regarder sur Arte, sur YouTube. J'ai vu ça, j'ai Et vu ça. oui, très, très intéressant. Et puis, au dernier kilomètre, comme on disait tout à l'heure, il y a la capillarité. Mais la capillarité ne se fait pas que par fibre au dernier kilomètre, elle se fait par les fibres qui sont Oui. matérielles et puis elle se fait aussi par la partie sans fil qui se fait pour le dernier kilomètre. Donc, c'est le maillage de tout cet ensemble de technologies au dernier kilomètre et à l'international qui fait la solution. Maintenant, on parlait tout à l'heure du sable du Sahara qui arrive en Martinique. Oui. Et quand j'étais notamment au Sénégal à Longpool, je me disais, mais c'est incroyable. Alors moi, l'ami qui m'a amené à Longpool, il s'est moqué de moi parce qu'il m'a dit, tu vois, José, on a fait aujourd'hui plus de kilomètres que toute la Martinique, puisqu'on a fait plus de 100 kilomètres Wow. sur les côtes de Longpool. Et il me Mhm. disait, mais ça peut faire plus de 1000 kilomètres à aller jusqu'au Maroc. Et une fois qu'on a fait ces kilomètres, là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, le Sénégal, le Gabon, l'Angola, etc., vous êtes juste en face de l'Amérique latine, donc notamment de Fortaleza au Brésil. Et à Fortaleza au Brésil, repartent beaucoup de câbles qui remontent vers l'Amérique du Nord. Donc en fait, les anciennes routes faisaient que les données africaines remontaient par l'Europe, notamment par Marseille, et les nouvelles routes font maintenant que les données africaines aussi peuvent aller directement aux États-Unis où, de toute évidence, il y a le nœud mondial via la partie américaine. Et je vous donne un exemple, toujours pour Oui. parler de la Oui. Caraïbe que je connais bien, qui est la Martinique. De la Martinique à Fortaleza, nous avons un câble qui a été lancé dans les années 2003
Et d'ailleurs, de façon très amusante, pour l'inauguration de ce câble à l'époque qui était acheté par Orange dans le cadre de consortium, qui s'appelle Americas 2, nous avions organisé, ma société, un concert en violon. Et le concert en violon avait des chœurs qui étaient en Guyane française et les violons étaient en Martinique. Et pour montrer la puissance du câble, on a fait jouer un orchestre qui s'appelle Malavoie, qui est un orchestre philharmonique, qui a joué entre la Martinique et la Guyane via le câble sous-marin. Alors bien sûr, comme dans tous les défis technologiques, la technologie n'a pas tout fait. C'est l'expérience, l'intelligence des hommes qui a fait qu'ils ont su s'adapter pour ne pas être dans la même pièce et jouer ensemble. Puisque vous ferez tout ce que vous voulez, il y aura toujours une latence. Et cette latence, eh ben, ces hommes-là, ces musiciens, ces experts, dans leur domaine, ont su s'adapter et nous permettre de vivre un grand moment grâce à ça. Donc, une fois de plus, vous voyez, aujourd'hui, dans le monde, personne n'est seul. Eh ben, dans la donnée, c'est vraiment le cas de le dire. On n'est vraiment pas seul, puisque on ne peut pas dire, autant moi je suis un défenseur du dernier kilomètre, autant le dernier kilomètre n'a pas pour vocation à être isolé. Le dernier kilomètre a pour vocation à être très fort, très résilient, à enrichir son écosystème, enrichir sa population de jeunes start-upers, start-upeuses, ingénieurs, etc., tout ce que vous voulez, mais a pour vocation à être ouvert de façon à aussi apprendre et communiquer avec les autres pays. Dans une période où le tourisme en Afrique va exploser, dans une période où par exemple, moi, je suis stupéfait quand je suis dans l'Empire du Mali, etc. Enfin, il y a tellement de choses à apprendre sur l'Afrique. Donc, grâce à tous ces câbles, etc., on pourra emmagasiner de la connaissance, mais aussi émettre de la connaissance depuis l'Afrique vers le reste du monde. De Martinique, José Jacques Gustave est notre invité ce dimanche sur e-radio, directeur général de la société Mitnou, en direct ce dimanche de l'Afrique du Sud. Rapidement, on avance dans cette émission. Rapidement, José Jacques Gustave, est-ce que pour vous qui êtes dans le secteur du business, des vidéoconférences, est-ce qu'on a su comprendre, mesurer combien de milliards mettons par exemple en Afrique chaque année, de millions ou de milliards chaque année dans les visioconférences? Pas du tout. Moi, je n'ai pas ces informations, mais on peut imaginer aisément que c'est un chiffre croissant, en sachant qu'à partir du moment où deux personnes se parlent entre elles à travers FaceTime ou WhatsApp, on est dans l'échange de visioconférence. Donc forcément, il y a un nombre croissant et la crise du Covid a dû complètement, a forcément démultiplier ce volume d'échanges. Oui, et comment arrive-t-on aujourd'hui disons, à évoluer dans ce business? Vous, personnellement, parlez-nous de ce que vous faites au quotidien. Comment est-ce que vous convainquez les gens qu'il faut investir dans la visioconférence? Alors nous, en fait, Mitnou, notre modèle n'est pas basé sur la revente de solutions, parce que si quelqu'un a besoin de Zoom, ben il tape zoom.us, il va sur Internet, il achète ses licences et il fait Zoom. Voilà. Nous, notre business model, c'est d'utiliser notre expertise, notamment d'intégrer les API de Zoom. Donc, s'il faut demain intégrer pour une université, par exemple, Zoom dans une solution de LMS, qui s'appelle le Learning Management System, de type Moodle ou RiseUp, il y a une foison de solutions intelligentes sur le marché. Donc, on sait nous les intégrer dans ces écosystèmes-là et développer des services à valeur ajoutée sur la sécurité, la facilité d'interopérabilité, etc., etc. Donc, en fait, chacun doit trouver sa place. Nous, on a trouvé notre place dans cette facilité de créer de l'interopérabilité, ce qu'on appelle un peu dans notre jargon
avec des architectures horizontales, c'est-à-dire être capable d'intégrer, par exemple, Zoom et Microsoft Teams, Zoom et Polycom, Zoom et Yelling, etc. Et de permettre à tout ce monde-là de fonctionner parce que il faut quelqu'un qui aille faire qui aille faire l'agrégation de toutes ces technologies et les rendre très très simples et à des prix tout à fait abordables. Donc nous, on adore les défis technologiques, comme je vous disais, on est des insulaires, donc on a l'habitude de l'impossible. C'est-à-dire, des fois, il faut même aller porter la solution de connectivité, mais aussi des fois la solution énergétique. Parce que de quoi on a besoin? Si on n'a pas l'énergie au départ, donc l'électricité, on n'aura pas de possibilité d'avoir ces réunions. Donc d'abord l'énergie, ensuite la connectivité, et après vient la partie visioconférence avec les algorithmes et tout le savoir-faire qu'on développe. Donc vous voyez, des fois, il faut être capable aussi d'aller empiler, de concaténer, par exemple, ces 3 briques qui sont régaliennes de façon à pouvoir délivrer une solution. Oui, et toujours sur ce business de la vidéoconférence, vous l'avez dit, vous avez expliqué votre business model, la façon dont vous travaillez, la façon dont vous allez à la conquête des clients. Et globalement, les acteurs que vous rencontrez, c'est qui? C'est seulement en Afrique du Sud. Quel est le rapport avec Dakar aujourd'hui? Quel est votre regard sur Dakar en termes de technologie, en termes d'inclusion digitale? Moi, là où je pense que notamment Dakar, précisément, qui a toujours joué un rôle important sur l'éducation à travers le Sénégal, mais aussi à travers l'Afrique, parce que Oui. c'est pas à vous que je vais dire que Dakar a formé bien des Africains. Oui. Bien des Africains et bien des gens ont été formés à Dakar à travers l'Afrique et je suis sûr pas seulement. Je pense qu'il y a une véritable opportunité, mais à partir de problématiques, une fois de plus, c'est le problème qui crée l'opportunité. C'est-à-dire aujourd'hui, le besoin pour les universités de Dakar de continuer à former des gens au Sénégal, mais en dehors du Sénégal, peut créer aujourd'hui l'une des plus belles opportunités de faire de Dakar, par exemple, une plateforme pour l'e-learning et la formation à distance et de stimuler une série de sociétés. Nous, par exemple, quand je parle du dernier kilomètre, ce n'est pas du baratin. Le dernier kilomètre, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est créer, par exemple, des hackathons où on dit à des jeunes ingénieurs au Sénégal, voici des API, voici des problématiques et asseyons-nous ensemble en 48 heures, en 24 heures pour porter des solutions sur, on parlait tout à l'heure, de la sécurité, sur le problème de l'interconnexion, sur le problème d'avoir des liens synchrones ou asynchrones. On va parler de liens asynchrones. Alors, asynchrone, c'est quand il y a le ADSL. ADSL, ça veut dire asynchrone. Oui. Et SDSL, ça veut dire synchrone. Sur l'asynchrone, par exemple, on dit oui, mais dans mon quartier, les gens n'ont pas Internet. Donc, comme ils n'ont pas Internet, mais ils doivent quand même étudier, eh ben, on peut mettre sur des tablettes des devoirs qui ont été téléchargés. Ils peuvent avoir répondu à des quiz et avoir étudié ces cours-là de façon asynchrone, donc quand ils n'étaient pas connectés. Et ensuite, ils peuvent renvoyer les cours quand ils seront à nouveau connectés, soit depuis leur quartier ou parce que la tablette s'est déplacée ou parce que le réseau est venu à eux. Donc, il faut être capable de porter toutes ces problématiques-là et de répondre brillamment via des solutions. Une fois de plus, je veux dire, il faut surtout pas d'argent pour être intelligent. L'argent rend bête. L'argent rend tellement bête qu'il suffit d'aller dépenser, d'aller frimer, d'aller porter l'argent à l'extérieur. C'est l'absence, justement, d'un excès de moyens qui a toujours généré de fortes contraintes. On parlait de Zoom tout à l'heure. Il faut savoir que le patron de Zoom, oui. c'est un immigré chinois aux États-Unis. S'il avait eu de très, très bonnes conditions quand il arrivait, est-ce qu'il en serait arrivé à inventer autant de choses? D'accord? Donc, à chaque fois que vous avez une contrainte économique, au contraire, ça vous stimule les neurones pour trouver et porter des réponses intelligentes. Faut-il encore qu'au dernier kilomètre, on vous confie des chantiers et qu'on vous sollicite?
Oui, oui, les problèmes amènent à créer des solutions, mais on crée des solutions justement pour sortir des problèmes. Voilà. Aujourd'hui, pour prolonger, pour continuer un peu la discussion, José, Gustave, aujourd'hui, vous nous avez parlé de votre contact en Mauritanie qui est très en avance dans tout ce qui est visioconférence. Vous avez parlé des hackathons, ces concours qu'on organise pour amener différents acteurs à proposer des solutions. Mais les solutions en Afrique, elles ne manquent pas. On a l'impression plutôt que ce qui se pose comme problème, c'est l'appropriation par les États. Au niveau des États, ce qu'il faut, il faut faire un travail de formation, on peut même dire d'un mot qui s'appelle l'évangélisation, c'est-à-dire il faut des Oui. évangélistes, il faut aller expliquer au chef d'État, au ministre de l'Éducation, etc. Il faut le faire de différentes façons. Moi, je le fais autant que je peux, dès que je peux. Hein. Je conseille, je parle, j'échange pas mal. Vous avez parlé tout à l'heure d'une autre personne qui est intervenue sur votre radio, qui est Elisabeth Moreno de HP, Oui. qui a aussi en permanence ce souci de communiquer, d'échanger, de ne pas s'approprier à titre personnel les informations, parce que moi, ça ne me passerait même pas l'idée d'être détenteur d'une information sans la partager. Quand je Oui. vous parle de cette personne de Mauritanie, je vais avec plaisir, après l'émission, vous donner son contact, que vous Avec puissiez la plaisir, contacter avec et plaisir. l'inviter, parce que cette personne m'a impressionné et continue à m'impressionner. Comme je vous dis, je peux lui demander audience il y a moins de 3 mois, en disant, j'ai rencontré d'autres problématiques. J'ai dit, mais je suis sûr que lui, il a toutes les solutions, que ça soit sur la blockchain, aller mettre les signatures sur la blockchain, des blockchains privées, etc. Enfin voilà, je vais vous donner un exemple aujourd'hui sur les Allez-y. formations. Genre, quand vous avez les diplômes, on va rester exprès sur l'éducation. Aujourd'hui, les diplômes, le fait de pouvoir certifier que quelqu'un est bien pilote, le fait de pouvoir certifier que quelqu'un est bien docteur, etc., que quelqu'un a bien suivi son cursus. Là, on est dans la réunion, on est tous les deux, on est là depuis Oui. combien de minutes, à Oui. partir de quelle adresse IP, etc. Eh ben, derrière, il y a la blockchain aujourd'hui qui émerge pour, soi-disant, la finance, mais c'est pas vrai, c'est pas que pour la finance, c'est pour tout type d'authentification forte et de sécurité, où on peut demain aller consigner ces informations. Donc, on peut dire oui, Monsieur Ousmane Gueye a participé pendant toute l'année Oui. 2017 telle formation avec telle adresse IP, il a été assidu, il a obtenu son diplôme et d'ailleurs, il était le collègue d'un tel qui était dans la même classe et ils avaient tel Oui. professeur, etc. Eh ben, tout ce genre d'intelligence, tout ce genre de données, c'est pas vous ou moi qui allons le faire, hein. C'est une masse de gens qu'on ne connaît pas, une masse de jeunes qu'on ne connaît pas, intelligents, bouillonnants, qui rêvent de tout péter, qui nous écoutent en ce moment et qui vont se déclarer et qui vont faire avancer tout ça. Et une fois de plus, ça va pas se faire que par le chéquier. Le chéquier est là pour au contraire aller leur donner de la commande. C'est le fait de dire demain matin à un jeune Sénégalais, on te confie la possibilité de nous créer telle solution qui nous permet au rectorat et au ministère de l'Éducation d'aller certifier les diplômes et d'aller les mettre et de nous permettre demain quand il aura besoin d'une correspondance au Canada ou de valider que son CV n'est pas faux, etc. Oui. Mais vous imaginez, ils seront tellement contents on les a sollicités et ils vont répondre brillamment et souvent à des coûts, une fois de plus, qui ne sont pas importants. Je vais vous raconter une chose qui se passe en ce moment. Allez-y, allez-y. J'ai discuté avec un copain qui est sur la Silicon Valley. Il me dit maintenant on a le droit d'utiliser le télétravail dans nos compagnies. Et la personne qui me dit ça, son loyer seulement coûte $4 000. D'accord? Oui. Et quand il me dit, mais maintenant que mon loyer coûte $4 000 et qu'on a le droit de rentrer au pays, donc ça veut dire qu'on va garder notre pouvoir d'achat, rentrer au pays pour télétravailler, parce qu'on a obtenu l'autorisation de télétravailler grâce au Covid. Donc vous imaginez un Sénégalais qui rentre avec son salaire de $10 000 minimum par mois et qui peut réinvestir les excédents en école, en investissement, en construction, en start-up, etc. au Sénégal.
Donc là, c'est la victoire de l'intelligence, la victoire du savoir, la victoire de ce que deux hommes qui échangent entre eux peuvent créer comme intelligence. Je ne sais pas si vous connaissez l'adage, il dit deux hommes échangent un euro, ils ont un euro. Deux hommes échangent une idée, ils ont deux idées. Donc la puissance aujourd'hui de toute cette intelligence collective qui sera créée grâce à cette jeunesse à travers l'Afrique, qui est aujourd'hui pour moi le plus gros actif de l'Afrique, c'est la jeunesse. Ça va nous permettre d'avoir de très très belles surprises. Et moi, c'est pourquoi c'est ce qui me rend complètement afro-optimiste, parce que je sais que forcément, ça va se faire en Afrique. Moi, j'ai habité en Chine, vous savez, au début des années 2000, Oui. et j'ai habité 3 ans notamment sur Shanghai. Et quand je suis arrivé en Chine, j'ai dit, tiens, tout le monde vote les Chinois, etc. Mais moi, j'estime que leur plus grand capital, l'un des plus grands capital qu'ils ont, c'est leur santé. Parce que je voyais la santé des Chinois, leur physique, la santé, voilà, etc. Et ben aujourd'hui, sur une Afrique qui est aussi résiliente et qui peut s'exprimer à travers une jeunesse qui peut sortir autant de solutions qu'on a vues, qu'on voit, comme j'insiste encore dessus, au quotidien à travers des problématiques comme le Covid et tout ça, eh ben, ça va donner des résultats que nous tous, eh ben, on n'est même pas encore conscient de ce qui va se passer. Donc, dans l'avenir, l'axe Afrique-Asie, selon moi, va peser énormément dans les économies et on va être surpris on va être agréablement surpris de ce qui va sortir d'Afrique. Nous allons prendre une minute pour terminer, mais c'est important qu'on en parle. On parle beaucoup de l'Afrique. Vous nous parlez, tout à l'heure d'afro-pessimisme, d'afro-optimisme. Voilà, j'y arrive. Actuellement, on parle de la place de l'Afrique dans le digital, de la domination des GAFAM, si on inclut Microsoft, des GAFAM occidentaux et des GAFAM chinois autour notamment d'Alibaba. Aujourd'hui, quelle devrait être, disons, la démarche que l'Afrique doit avoir? Vous êtes martiniquais, vous êtes un compatriote à Aimé Césaire, l'auteur du fameux retour, du fameux cahier d'un retour au pays natal. Aujourd'hui, comment est-ce que l'Afrique devrait mettre, disons, en avant un certain panafricanisme digital, si c'est possible? Une fois de plus, ça doit s'exprimer par le marché. Je vais vous donner un exemple. On est tous fiers aujourd'hui d'Aliko Dangote, le Nigérian. Oui, qui est présent au Sénégal aussi. Présent au Sénégal, voilà, qui est parti des ciments, qui va vers l'hydrocarbure, les premières raffineries, etc., etc., etc. Et tôt ou tard, donc forcément, les énergies et tout ça. Si on prend son exemple, si le gouvernement nigérian ne lui avait pas confié, d'accord, des chantiers au départ, il n'aurait pas été aujourd'hui à cette puissance. Ce qu'il est, oui. Ce qu'il est. Donc, ce sont les États qui doivent fabriquer leurs champions. Si beaucoup d'États africains se mettent à fabriquer des champions, c'est quoi un champion? C'est quelqu'un qui a la niaque et qui crée de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée qui peut servir au dernier kilomètre est aussi utile à l'extérieur du pays, dans un premier temps. Souvent, alors, si on veut respecter les temps, parce que des fois on ne respecte pas les temps et c'est tant mieux. Mais souvent, c'est d'abord en local et après à l'extérieur. Donc, si on a l'exemple d'Aliko Dangote, il faut qu'on continue à générer. Ça veut dire que concrètement, on parlait tout à l'heure de centaines de milliers d'étudiants sur le Sénégal, qu'on trouve des startups sénégalaises capables de porter des solutions d'éducation à ces centaines de milliers d'étudiants. Ne soyez pas étonnés à l'avenir de les retrouver en Indonésie ou aux États-Unis. C'est l'heure, c'est le moment. Si nous n'attaquons pas maintenant, si nous ne faisons pas ça maintenant, même si nous nous refusons à le penser, comment vous voulez que l'on l'exprime? On parlait de Césaire. Césaire aussi a dit une chose célèbre, c'est qu'il faut arrêter de jouer au carnaval des autres. Donc, si c'est le carnaval de nous-mêmes, donc ça veut dire qu'il faut compter sur nos champions, former nos champions et pas le faire de façon mesquine ou calculée. C'est-à-dire, c'est pourquoi je parle des hackathons avec les API, avec les SDK, avec tout ce qu'on peut leur donner sur la table comme moyen technologique pour partir à la conquête du monde avec des intelligences
qui, stimulés par des marchés, seront capables d'aller exporter tous ces savoir-faire à l'étranger. Oui, vous parliez de Césaire, hein, on peut également citer Joseph Kizerbo qui parlait de la natte des autres. Merci à vous, Ousmane. J'étais enchanté d'être avec vous ce dimanche. Et aussi, encore merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Aux auditeurs et on peut également dire aux téléspectateurs parce que cette émission est regardée, peut être suivie sur YouTube, sur Internet. Merci infiniment, directeur général de MITNU, José Jacques Gustave, martiniquais de naissance, passé par plusieurs pays, la France, les États-Unis, actuellement la Chine. Actuellement, vous êtes chez Mandela. Et parce que vous êtes chez Mandela, bien sûr, des thèmes comme afro-optimisme vous sont très, très chers. Directeur général et fondateur de MITNU, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à notre invitation ce dimanche sur e-radio. À très bientôt, vous, l'homme à plusieurs pays. À très bientôt, peut-être, si on sort de ce Covid dans un pays où peut-être on ne cessera pas les visioconférences, on va bien sûr les poursuivre. Un business qui marche, vous nous invitez, Africains, en tant qu'Africains, à mettre en avant des zooms africains parce qu'on l'a dit au cours de cette émission, beaucoup de milliards en Afrique partent vers l'Occident simplement parce que des visioconférences, des outils de visioconférence à la hauteur de Zoom n'ont pas encore été mis au point en Afrique. Merci infiniment d'avoir suivi e-tech sur e-radio et sur Internet en même temps. Merci de la fidélité. Excellent dimanche et excellente semaine.